Tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, chers auditeurs de Tranche de vie, vagabonder avec vous dans vos existences depuis 7 ans déjà m'a montré combien, sous la banalité de la sociabilité ordinaire, se cache l'extraordinaire richesse de nos vies, de vos vies. Toutes sortes d'hommes a chanté le poète Saint-Jean Perse, et ces vies, dont la diversité des expériences traversées fait tout le prix, eh bien c'est aujourd'hui à la découverte de celle d'un homme qui a consacré son activité à rendre nos vies plus agréables, mais pas que. Nous partons avec Philippe. Alors, Philippe, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs quelle a été votre activité principale et vos activités annexes pendant votre vie active, puisque, si j'ai bien compris, vous êtes un retraité. Je suis un retraité, certes, et je suis retraité depuis que je suis arrivé en Périgord, en 2017. J'ai arrêté mon activité professionnelle d'architecte d'intérieur, de créateur divers et variés, en mai 2017, et je suis arrivé le 27 juin 2017 à Coulugné-Chamiers, ville du Périgord dont j'ignorais l'existence il y a 6 mois avant, et je n'avais jamais mis les pieds personnellement à Périgueux jusqu'à cette découverte. Pourquoi je suis arrivé en Périgord ? C'est à cause de la maison que j'ai trouvée. En tant qu'architecte, j'ai découvert une maison qui était parfaite, où je n'avais rien à refaire, et ayant rénové pendant 47 ans des dizaines de maisons, je connais le labeur et les problèmes que cela pose, et d'en trouver une parfaite, où j'ai pratiquement rien à faire, était un rêve que je n'osais espérer. Donc, je me retrouve à Coulugné-Chamiers, en plein Périgord, en Dordogne, région que je ne connaissais pas, département que je ne connaissais pas, histoire que je ne connaissais pas, et nous avons découvert tout ça. Alors, nous sommes certainement, mon épouse et moi-même, ouverts aux autres, puisque instantanément on a invité les voisins lorsque nous sommes arrivés, et c'est quelque chose qui perdure dans l'impasse où nous habitons. Et nous avons de ce fait découvert tout un tas de personnes, de gens, et le pays dans ses caractéristiques les plus agréables. J'ai toujours considéré la Dordogne comme un pays de cocagne. Venant de la région parisienne, je ne suis pas sûr que les Dordognaux, je les appelle comme ça un petit peu gentiment, et je sais que ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais ça me fait penser surtout à Pierre Desproges, mais en vous appelant comme cela. Mais la Dordogne est un pays de cocagne, comme je disais, où, par exemple, vous avez, sans le savoir, des fraises pendant 9 mois de l'année, et c'est absolument exceptionnel. Vous avez des fruits qui sont fabuleux, vous avez des légumes, tout pousse, je ne parle même pas des cèpes et des girolles, et je n'ose aborder la truffe, qui est quand même, avec le canard et les éléments phares de ce pays que je viens de découvrir, et que j'ai découvert, et dont je profite beaucoup. J'aime beaucoup. Après cette illustration du Périgord qui va aller droit au cœur de la majorité de nos auditeurs, je pense, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les circonstances qui vous ont amené, parisiens, à vous lancer dans une activité qui est à mi-chemin entre les activités artistiques et les activités architecturales. Vous m'avez dit, je crois, que vous étiez architecte d'intérieur, mais vous êtes aussi architecte de bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment vous est venue cette vocation ? Quelles études avez-vous faites ? Racontez-nous un peu votre jeunesse. Alors, toute cette histoire, vous savez, à 15 ans, 16 ans, comme beaucoup, je ne savais absolument pas quoi faire. Quand j'étais en 3e, je me rappelle, dessinant à partir d'un vieux dictionnaire, j'essayais de reproduire des tableaux, la kermesse de Rembrandt, oui.
Et je refaisais ça au carreau, ça m'amusait beaucoup, c'était nul, évidemment. Et puis, je me suis dit, bon, il faut peut-être, si le dessin, la peinture ou les arts m'attirent, il faudrait peut-être que je fasse une école d'art. Donc j'ai commencé à faire l'atelier maître de Penningen en 65-66. Pendant 2 ans, j'ai réussi un concours pour rentrer au métier d'art, puis aux arts appliqués. Et en 70, je suis sorti des arts appliqués après avoir fait 5 ans de dessin intensif, de création, de création décorative, d'architecture et tout ça. J'avais un profil assez large. Je m'étais pas centré sur un métier particulièrement. Et dès ma sortie de l'école, en 71, après avoir un petit peu bourlingué à travers le monde, je suis allé, c'était la grande époque des hippies, des voyages aux confins de la Turquie, en 4L ou en d'autres systèmes. J'ai fait tout ça et en 71, l'époque était différente, on m'a téléphoné pour me proposer de venir travailler. Donc je suis allé travailler dans un bureau d'études et là j'ai découvert dans ce bureau d'études à cette époque-là, j'ai découvert mes premiers pas dans l'architecture car j'avais eu une culture plutôt artistique que purement architecturale. Bureau d'études d'architecture, j'ai travaillé pour Métrobus Publicité, j'ai travaillé avec un décorateur qui avait fait, pour ceux qui connaissent, maintenant elle a disparu, la station Louvre sur la ligne numéro 1. Et après, nous avions des contrats avec des stations de sport d'hiver. Ça a été une grande époque qui a duré 3-4 ans, 3 ans. Ensuite de quoi, j'ai commencé, je me suis associé avec un ami plutôt, pour monter une société qui était tout à fait baroque, qui s'appelait les ateliers Choux, je m'en souviens, comme un chou, parce que, en paraphrasant, seules les idées naissent dans les choux et pas les enfants. Et ça n'a pas duré, ça a duré jusqu'en 75, on a dû arrêter parce que faute de moyens, faute de clients, faute de tout ce que l'on veut. Après, j'ai travaillé encore pendant une année chez Daniel Morandi pour faire des magasins Fnac, dont il était le principal architecte cabinet qui réalisait ces magasins. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis posé une vraie question. Pourquoi y a-t-il pas, dans les gens que je rencontre, de vieux architectes, de vieux décorateurs? Où sont-ils? Ça pose une vraie question, c'est que deviennent-ils? Où ils disparaissent? Où ils existent par eux-mêmes et ils travaillent dans leur coin? Et ça veut dire que si on travaille dans une structure avec d'autres personnes, la structure va toujours être intéressée à prendre les jeunes, qui vont finir par coûter moins cher que les vieux, qui vont... Voilà. Et donc, fort de cette constatation technique, je me suis installé en 77 en tant que profession libérale, avec une totale incertitude. Je suis parti à l'aventure, comme je partais à l'aventure en Turquie. Je suis parti à l'aventure en profession libérale. Ce que je ne savais pas, évidemment à cette époque, et que je n'avais jamais envisagé, pour moi c'était sur un temps court, en attendant de trouver une idée autre, c'est que 47 ans plus tard, en mai 2017, j'arrêterai mon activité de profession libérale. Et voilà ma vie professionnelle, comment elle s'est structurée. À partir de là, donc j'ai fait de l'architecture intérieure, j'ai surélevé des maisons, j'ai créé des bâtiments, j'ai fait du tertiaire, j'ai fait des restaurants, j'ai fait des pharmacies, j'ai fait tout un tas de choses. Mais mon bagage artistique m'inclinait toujours à m'orienter vers d'autres domaines, comme le décor de théâtre. J'en ai fait pendant 12 ans. J'ai fait un téléfilm pour TF1 dans les années, au moment de la privatisation de TF1. Ça a été un grand moment sur la Côte d'Azur, à Marseille plus précisément. Et puis après, j'ai été architecte de salon,
pour faire des salons d'exposition, où j'ai fait du stand pendant 30 ans, et j'ai fait aussi de l'architecture de salon, autrement dit concevoir un salon et le faire installer. Après, pour terminer, dans les dernières années, à partir de 2000 à faire de la muséographie, à savoir des expositions. Vous avez un thème qui est choisi, donné par une association, un musée ou n'importe quoi, avec des historiens qui réunissent tout un tas de pièces à présenter au public et qui doivent... la muséographie, c'est ni plus ni moins que de prendre les gens par la main pour leur raconter une histoire. Et l'histoire physique, dans le cadre d'une pièce, d'un volume, on les chemine, on les fait cheminer et ils découvrent toute l'histoire qui est racontée. Donc, la mise en place des pièces, par exemple, j'ai fait la canonisation d'un évêque catholique, Saint-Elme, dans l'abbaye de Pontigny, et j'ai mis en place la bulle du pape de 1246 que j'ai mis en vitrine. Et là, vous avez une véritable émotion, tout d'un coup, de mettre en vitrine, de saisir une bulle du pape avec un sceau qui était cassé, mais il y a peut-être plusieurs siècles, et de la mettre en vitrine, et c'était l'original, évidemment. Ce que vous venez de décrire, Philippe, c'est quand même un cheminement d'une diversité extraordinaire. Parce que vous n'êtes pas contenté de concevoir des appartements ou des immeubles, mais vous avez fait toutes sortes d'autres choses. Et est-ce que, alors la question évidemment qui vient immédiatement à l'esprit, est-ce que votre passage par les arts appliqués vous avez prédisposé à ça ? C'est-à-dire que vous avez une formation qui n'est pas seulement une formation d'architecte pure et simple. Ma formation, c'est une formation artistique. Je pense que je dessine pas trop mal, même plutôt pas mal. J'ai toujours eu le goût du dessin. Mon épouse, la mère de mes enfants, qui est malheureusement décédée, nous nous sommes connus à l'école, en école d'art. Elle était sculpteur, et du coup j'ai un héritage de 60 ou 70 pièces de sculpture. Et j'ai aussi 2 enfants qui ont fait les mêmes écoles que leurs parents artistiques. Penningen, Estienne et les Gobelins pour ma fille qui est à Angoulême. Voilà. Donc, on peut dire qu'on a peut-être une tradition familiale artistique assez prégnante. Que vous avez fondée alors ? Que j'ai fondée, oui. D'origine, mes parents n'étaient pas du tout dans ce domaine-là. Mon père était plutôt employé à la Banque de France. Donc, le fondateur d'une dynastie d'artistes. On va. Je ne sais pas de quoi je suis fondateur, mais pour l'instant, je n'ai aucun regret de ma vie et je me suis toujours beaucoup amusé en me diversifiant et j'ai jamais eu, en vérité, en 47 ans, je me demande si j'ai eu l'impression de travailler une seule fois. Je le fais tout le temps, mais c'est spontané. Donc vous êtes prédisposé, vous êtes parti là pour une longue existence, puisque j'ai lu ou entendu encore il y a quelque temps quelque chose de très sérieux qui expliquait que la créativité, c'est ce qui maintenait les gens en vie. Ah bah alors, j'ai beaucoup d'espoir. Maintenant, Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire, alors il y a une question qu'on peut se poser, et que beaucoup de gens se posent, est-ce que le beau est à la portée de tout le monde ? Ah, ça c'est une question très importante. L'éducation artistique, l'éducation du beau, entre guillemets, je parle d'éducation parce que, à part quelques-uns qui ont une nature et un sens spontané du beau, je pense que le beau s'apprend. Ça, quand j'entends la formule « Oh, vous savez, mon pauvre monsieur, les goûts et les couleurs », ben justement, les goûts et les couleurs, c'est quand on botte en touche quand on dit ça. Mais tout se discute et tout se justifie. Moi, j'ai eu des clients qui me disaient, au bout d'un quart d'heure, alors que je ne les connaissais pas, « Monsieur Moreau, mais mon entrée, je la fais de quelle couleur ?» Et moi, je leur répondais, « De la couleur que vous voulez. C'est pas le problème. Le problème de l'art... » Alors, revenons
sur le lien entre l'architecture et le beau, c'est que l'architecture est une réponse sociale, ce n'est pas une réponse technique. Sauf si vous avez une copropriété avec un immeuble de 10 étages au-dessus, là, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais dans un pavillon, la réponse n'est que sociale. C'est comment vous voulez vivre dans votre nouvel espace, quel est votre objectif, c'est paraître, c'est vivre, ou c'est quelque chose dont vous avez rêvé, que vous voulez réaliser absolument. J'ai eu tous les cas de figure dans mes clients. Enfin, quand même, la question des moyens se pose à un certain moment. Alors, la question des moyens se pose absolument. Ça, c'est évident. J'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir eu quelques clients avec des moyens, je ne vais pas dire illimités, mais qui étaient largement supérieurs aux travaux que nous entreprenions et qui me faisaient complètement confiance. Et en général, j'allais visiter les quelques fournisseurs avec eux et ils me disaient « Philippe, tu penses que ça va être bien ?» Je leur disais « Oui, bon, on le fait alors. » Donc, c'est pas toujours comme ça. Hein. Alors la situation inverse, est-ce que vous l'avez rencontrée ? Où la rareté des moyens était une contrainte extrêmement importante. Alors je peux vous dire que j'ai rencontré majoritairement cette situation-là, et pas celle de moyens illimités. À 90%, j'ai rencontré cette situation-là. Eh bien, on a un budget. Moi, j'essaye toujours d'être créatif dans le projet, dans la proposition. Et après, en respectant au maximum la création, on essaye de rentrer dans le budget. Et dans un deuxième temps, si on ne peut pas, on fait des choix arbitraires ou des choix que le client fait, que j'amène le client à faire pour sauver le projet et rentrer dans son budget. Donc on peut choisir un carrelage moins cher, on peut choisir de ne pas le refaire et de le faire après, on peut choisir il y a tout un tas d'avancées, mais les volumes qui sont proposés, l'habitat dans lequel il va vivre dans les 10 prochaines années, c'est ça qu'il faut sauver, même si on n'a pas l'argent pour faire des choses extraordinaires, on peint tout en blanc et ça marchera très bien. Mais les volumes, eux, il faut faire la création de fonds avant de s'occuper du budget. C'est-à-dire que je ne suis jamais parti en me disant j'ai tant de budget, je vais en faire pour tant. Je crée d'abord et après on essaye de voir ce qu'on peut faire avec le budget. Parce que si on a une telle restriction, évidemment on ne crée pas. Il y a 3 paramètres dans un architecte. Il y a une première relation bipartite entre l'architecte et le client. Et après, ça se transforme en relation tripartite entre l'architecte, le client et l'entreprise, et les entrepreneurs. Et il faut que tout ce petit monde-là fonctionne parfaitement, sans qu'il y ait de crise, sans qu'il y ait de problèmes d'hommes entre les uns et les autres. Et ça, c'est un peu le rôle de l'architecte, d'essayer de manager le client, parce que le client, il faut le manager au même titre que l'entrepreneur. Philippe, tout ce que vous nous dites est passionnant et je redoute qu'on n'ait pas suffisamment de temps, donc je vais peut-être brusquer les choses en essayant d'avancer un petit peu parce que je veux vous faire parler de vos activités de retraité. Dans votre carrière consacrée, on peut le dire, à la recherche du beau, ou de l'équilibré, est-ce que vous avez vu une évolution ? Quel est votre sentiment, quelle est votre perception de l'évolution de l'art en général à notre époque ? RLP, toujours un peu plus loin. Donc j'ai toujours été intéressé par l'art. J'ai toujours passé ma jeunesse depuis les années 65 à visiter les galeries parisiennes, les unes après les autres, à voir, à me dire « Oh ça c'est pas mal, oh, ça c'est vachement bien, oh ça je comprends rien du tout, tout ça ». L'évolution de l'art actuellement... On va le restreindre à l'art oui, pictural. Oui, on va le restreindre parce que... Et le problème de l'art, c'est pas tellement c'est d'être novateur,
C'est-à-dire que des artistes qui veulent se positionner par rapport au développement de l'art mondial, il faut qu'ils soient novateurs de quelque chose. Sinon, ils sont que des reproducteurs d'un style, d'une veine, d'un truc comme ça. Et des novateurs, c'est très dangereux d'être novateur, parce qu'on peut être totalement incompris pendant des siècles, Parce que ou disparaître. La démarche initiale de tout créateur, c'est d'imiter quand même. Ah non, moi c'est de créer. Oui, mais au départ, d'ailleurs vous le disiez tout à l'heure, quand vous nous expliquiez que vous reproduisiez les pages du Petit Larousse en sépia. Là. C'était pour savoir si, à l'époque, c'était simplement pour savoir si j'étais capable de faire, de reproduire. Oui, mais Alors, d'ailleurs, la reproduction et dans l'apprentissage du dessin, prendre un dessin de Rembrandt sous son coude gauche et essayer de le dessiner avec sa main droite c'est la meilleure technique pour comprendre pourquoi il a fait ça comme ça. Sauf qu'il faut un certain temps. Mais voilà. Donc pour en revenir à l'art pictural, moi je vis dans un environnement où mon épouse était sculpteur, j'ai un tas d'amis qui sont peintres, ça passe de l'abstrait au figuratif, tout ça. Il faut que le tableau vous fasse vibrer tout simplement pour le choisir. Et ça m'arrive souvent d'emmener des amis qui me disent « Oh, tu viens avec moi, j'aurais peut-être acheté un tableau, mais je sais absolument pas quoi prendre. » Je leur dis « Mais le problème, c'est pas ça. Tu veux acheter un tableau, d'abord c'est pour mettre où dans ton séjour, dans ta salle à manger, tu veux le mettre dans un coffre, tu veux faire quoi? Tu veux spéculer ou tu veux en profiter? C'est ça la question. Tout de suite le tableau dans son cadre. Voilà. Dans l'environnement. Évidemment. Par exemple, vous avez des formats de tableaux qui sont conçus et prévus pour aller au-dessus d'un canapé. Alors justement, là je vais être brutal. Est-ce que vous êtes prêt à mettre un Basquiat dans votre maison? Absolument. Je ne demande que ça. Mais je n'ai pas les moyens. Il vous reste 7 minutes, exactement, même moins, pour nous dire ce que vous avez fait une fois arrivé dans le pays de Cocagne que vous avez dépeint au début de notre entretien. Vous n'êtes pas resté les bras croisés. À quoi occupez-vous vos loisirs, qui sont maintenant devenus plus importants? Alors, c'est ce qu'on dit. En quittant la région parisienne et en arrivant à Coligny-et-Chamiers, j'ignorais absolument ce qui allait se passer. Et je n'avais aucune ambition ni envie particulière. Pour connaître les gens de Coligny-et-Chamiers, mon épouse et moi, nous sommes allés un jour à une assemblée générale du Vallon du Cerf, qui était le comité de quartier où nous habitons. Et de fil en aiguille, 15 jours après, je me retrouvais président du Vallon du Cerf. Autant dire que ce n'était pas du tout prévu. C'est sur les bons soins d'une personne que je pourrais nommer, et que ça a été, mais j'ai accepté d'être président, surtout venant de l'extérieur, ça me paraissait plus simple et moins impliqué que quelqu'un qui a une historique, un passé dans le quartier et tout ça. Donc, me voilà président du Vallon du Cerf. Et de fil en aiguille... Qui est, pour les auditeurs, qui est une association de quartier. Absolument. Défense des intérêts du quartier. Du Vallon du Cerf. D'un quartier de Coulugny. De Coulugny. Donc, les choses se sont passées comme ça, jusqu'à ce qu'on me dise un jour, en 2019, « Ah, Philippe, il va y avoir les municipales, est-ce que tu voudrais pas, t'intéresserais pas de rencontrer Thierry Sipierre, etc., etc. » Et comme pour le Vallon, comme pour la présidence ou pour le comité, je dis « Mais pourquoi pas? Moi, je suis toujours ouvert à beaucoup de choses et à tout. » Et donc, je suis allé à un certain nombre de réunions. Et de fil en aiguille, les élections municipales se sont déroulées. Avec le Covid, c'était en fin juin. Et Thierry Sipierre a été élu et je me suis retrouvé sur la liste de Thierry en tant que responsable urbanisme et travaux de la ville. Je n'aurais jamais choisi autre chose qu'un domaine que je connais, et pour cause. Et donc, me voilà, chose que j'aurais jamais écrit ni envisagé en 2017, avant de partir, je me retrouve maire adjoint à Coligny-Chamiers avec cette mission et cette charge.
Donc, je suis en plein dans ma retraite. Elle est certes active, mais comme pour le reste, est-ce que c'est vraiment un travail? Je me pose encore la question. Alors, là, vous avez été condamné à la création, ou c'est vous qui avez fait de votre nouvel office une occasion de création? Ah ben, je compte bien de ce nouvel office faire une occasion de création, car j'ai un certain nombre d'idées qu'on a déjà mis en pratique sur la ville, de rénovation. Moi, arrivant à ce poste, je me retrouve dans la corbeille, j'allais dire dans la corbeille de mariée, avec en héritage les bâtiments de la ville, avec en héritage le développement, la maintenance, avec en héritage l'état de la voirie, et la mise aux normes, l'entretien de la voirie et tout ça. Ce sont des challenges extrêmement coûteux pour la ville, et il est de mon devoir de rendre dans 6 ans la mariée plus belle qu'elle n'était quand je suis arrivé. Voilà. Donc là aussi, vous vous êtes attelé à une tâche qui va consister à essayer de rendre les choses à la fois plus belles et plus agréables à vivre. Exactement. Philippe, est-ce que vous êtes content finalement des choix que vous avez faits? Et autre question, qui est l'ultime question que je pose toujours à mes invités, avez-vous d'autres passions que celles dont nous avez parlé, qui sont déjà quand même assez nombreuses? Peut-être la gastronomie, non? Il m'a semblé que vous insistiez un petit peu là-dessus. Oui, la gastronomie, évidemment. Je vis avec mon amie Yolande, qui est une excellente cuisinière, dont je loue les qualités. Et j'ai une très bonne connaissance de la gastronomie. J'ai fait beaucoup la cuisine précédemment. Maintenant, je la fais moins. Voilà. Et puis, on est toujours intéressé. La gastronomie est une affaire de culture, comme la vision du beau, le référencement à quelque chose de qualitatif, tout ça va dans le même sens. Il faut développer ses goûts, il faut développer son jugement, et ça c'est le plus difficile, aussi bien par rapport à un plaque, par rapport à un tableau, par rapport à une création, par rapport à un environnement. Il faut en tout cas toujours définir il faut toujours essayer de cultiver son jugement. Et pour ça, il faut voir, beaucoup lire, et il faut beaucoup douter aussi. Car la philosophie du doute, c'est quelque chose, pour moi, qui est fondamental. Ne jamais être convaincu qu'on a raison, et voilà. Philippe, merci de nous avoir fait découvrir ce très riche itinéraire qui a été le vôtre et toutes ses facettes. Et puis, pour nous quitter, je vais vous souhaiter au nom de nos auditeurs toute la réussite possible dans votre nouvelle vie de retraité qui n'a fait que prolonger votre ancienne vie d'hyperactivité et d'un intérêt tous azimuts. Merci au nom des auditeurs de Radio Libre en Périgord. Merci à vous, et puis à tous qui écouteraient cette demi-heure, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.